Hey, salut tout le monde, bonjour les amis, je suis Eric Sabat, cardiologue à l'hôpital Pierre Boucher. Alors je profite de cette belle journée de dimanche pour promener le chien et je me suis dit que ça serait une belle occasion de répondre à beaucoup de questions qui me sont envoyées depuis quelques jours par rapport à comment est la situation avec le virus dans les hôpitaux, qu'est-ce que tu penses de tel et tel traitement. Quelle est ton opinion? Bon, je vais d'abord dire que je ne suis pas du tout un expert dans la matière infectieuse. Pour moi, le coronavirus actuel, c'est de la nouveauté comme pour tout le monde, mais je ne suis pas spécialiste des maladies infectieuses. Donc, quand je donne mes opinions, c'est des opinions que je me suis faites suite à beaucoup de lectures, par exemple. Depuis 2 mois, je lis plus là-dessus que sur la cardiologie. Ça devient futile de lire sur des problèmes de cardiologie actuellement. Toute notre attention se focus sur ce virus. Alors donc ce sont mes opinions personnelles et puis partagées avec des collègues et puis beaucoup de lectures. Et je vous dirais la meilleure plateforme pour réellement apprendre de ceux qui ont vécu les moments difficiles en Italie. En France, c'est Twitter probablement. J'ai découvert Twitter un peu par rapport à cette recherche actuelle. Alors juste pour résumer, donc là je me promène avec un masque, pas parce que je suis malade et que j'ai peur de contaminer les gens, mais plutôt parce que je pense que ça devrait faire partie de la nouvelle réalité jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin contre ce virus. Ça va prendre peut-être un an et demi pour vacciner tout le monde, ensuite ça va prendre plusieurs mois également, donc jusqu'à ce que ça soit réellement bien installé dans la population et que la population soit immunisée soit par la maladie, soit par le vaccin. Je pense que ça serait une bonne idée de se promener comme ils le font en Asie depuis des années avec des masques. Il y a beaucoup de controverses quant à la distance que le virus peut parcourir chez quelqu'un qui tousserait en marchant ou en conduisant une bicyclette. Alors là, voilà, je suis entouré de gens qui font de la bicyclette autour, qui marchent devant. Personne ne porte des masques. Ça peut être un masque, ça peut être un foulard, ça peut être quelque chose d'improvisé à la maison, mais je pense que ça va faire partie de la reprise des sorties qui s'annoncent peut-être prochainement. Alors ça, c'est un premier point. Je pense que ce serait sécuritaire d'avoir quelques masques ou de se fabriquer des masques ou d'avoir des compagnies québécoises qui fabriquent des masques improvisés. On ne parle pas de N95, bien entendu. C'est pas là le souci. On n'est pas en train d'être à la gorge d'un patient qui a la maladie. Là, on est à l'extérieur en train de marcher, mais simplement un masque qui protège des grosses gouttelettes. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, alors comment se passe la situation dans les hôpitaux? Alors, heureusement, nous ne vivons pas ce que vivent les New-Yorkais actuellement. On entend les reportages des médecins new-yorkais qui sont quand même très émouvants. Il y a environ 800 morts par jour actuellement à New York et puis ceci se fait principalement dans quelques grands hôpitaux. Alors ce sont des hôpitaux qui voient des gens entrer à toutes les 10-15 minutes en détresse, qui doivent les intuber et qui finissent par décéder. Et puis ces gens décèdent seuls, sans visite de la famille. Le personnel de la santé est masqué devant eux, n'ont même pas le temps de se présenter, de rendre ça digne. Alors il y a des témoignages réellement où les gens se sentent c'est surréaliste. Ils arrivent dans des hôpitaux où tous les personnels sont de la tête aux pieds couverts et puis ils se font intuber, endormir et c'est comme ça qu'ils décèdent par la suite sans parler à personne, sans voir personne. Alors c'est très très éprouvant pour le personnel de santé d'en arriver là. Heureusement, au Québec, et puis ceci depuis le début où on a insisté sur le confinement, on voyait que les courbes du Québec n'allaient probablement pas être ce qu'a été en Europe ou ce qu'a été même à New York. Et c'est effectivement ce qui se passe. On dirait qu'on plafonne à des chiffres tout à fait raisonnables d'infections quotidiennes. Et surtout, il y a de la place dans les hôpitaux. On a fait tellement de place en libérant tous les lits
en augmentant notre capacité aux soins intensifs qu'actuellement, réellement, il n'y a pas de menace par rapport à recevoir un patient qui aurait besoin d'un traitement et d'intubation et pour lequel on devrait le priver pour telle et telle raison. Ce n'est pas le cas au Québec. On a de la place pour ça et c'est ce qu'on voulait faire. Tout le but du confinement que nous faisons, c'est pour permettre d'avoir de la place dans les hôpitaux pour ceux qui vont attraper cette maladie et qui vont avoir besoin d'être hospitalisés, de pouvoir les hospitaliser. Et dans les rares cas qui ont besoin d'être intubés, on pourra les intuber sans avoir de crainte de manquer de respirateurs. Alors c'est le cas au Québec, c'est très bien, c'est encourageant, on n'a pas l'impression d'être submergé dans les hôpitaux. Ceci dit, c'est quand même des hôpitaux qui sont remplis d'infections, de patients avec du Covid, sur tous les étages. Et puis malheureusement, ce qui se passe quand on met des gens avec Covid et non Covid dans un même hôpital, même si on essaye de séparer les ailes et les sections d'hôpital, il y a de la contamination qui se fait par d'un patient qu'on ne suspectait pas qui le passe à un personnel de la santé, et puis ce personnel qui le passe à d'autres patients. Alors ça arrive dans les hôpitaux, c'est arrivé à Verdun, c'est arrivé dans le mien, et puis on n'en dit pas beaucoup, on n'ébruite pas beaucoup, mais ça fait partie de la pandémie, c'est normal, ça va arriver, c'est tout autour de nous. Alors réellement, présentement, il faut considérer tout le monde que nous voyons comme patient qui rentre à l'urgence comme une suspicion possible de Covid, mais on essaie quand même de grader la suspicion, si elle est légère, si elle est modérée ou si elle est élevée, pour savoir où localiser le patient par la suite et s'il a même besoin d'être gardé à l'hôpital. La tendance actuelle du management des patients a beaucoup changé et ça, c'est ce qui fera la grande différence au bout de la ligne. On a appris, c'est les Italiens en fait qui nous ont expliqué certaines choses. La première chose qu'ils nous ont dit, les Italiens, c'était de tenter de ne pas mettre sous un même toit les patients avec Covid et les non-Covid, mais ce qui n'est pas faisable dans nos milieux hospitaliers. On n'avait pas des milieux qu'on pouvait mettre rapidement, comme en Chine, de pouvoir mettre sur les pieds des milieux hospitaliers qui pourraient traiter des patients convenablement très rapidement. Donc, ce point-là, on n'a pas pu le faire et effectivement, on voit qu'il y a des éclosions dans les hôpitaux qui vont augmenter le nombre de patients totaux, alors que si on avait pu complètement isoler les Covid dans des endroits spéciaux, ça aurait pu diminuer le nombre d'infectés. Mais ceci dit, la tendance, elle est également de ne pas intuber les patients rapidement, comme ils faisaient ça en Italie. Et la raison, en fait, c'est que en Italie, ils faisaient exactement ce qu'on savait faire chez des patients en détresse respiratoire qui manquent d'oxygène. C'était que si la canule d'oxygène ne suffit pas pour emmener suffisamment d'oxygène au bout du doigt, c'était l'étape de l'intubation à ce moment-là. Cette idée a totalement changé parce que cette maladie est différente. On remarque plusieurs patients qui manquent d'oxygène au bout du doigt, mais qui sont confortables, qui ne sont pas en détresse respiratoire. Et clairement, le mécanisme de ce manque d'oxygène est en exploration. Ce qui semble être des hypothèses valables, c'est que ce sont probablement des mécanismes qui apparaissent dans les vaisseaux sanguins, des petits caillots ou des déviations de circulation, plutôt que des mécanismes qui s'expliquent par la pneumonie elle-même. Et donc, l'idée d'intuber ces patients-là ne va pas nécessairement leur fournir plus d'oxygène, étant donné que c'est un problème sanguin qu'on suppose. Et on sait très bien que d'intuber des patients qui n'en ont pas nécessairement de bénéfices augmente beaucoup le risque de mortalité et de complications à long terme. Alors cette tendance à ne pas intuber, ça se reflète dans le sens où on voit que les lits de soins intensifs sont moins occupés qu'on s'attendait. On garde les patients beaucoup plus dans les étages et en fait, on les garde même à la maison. On leur demande d'avoir un saturomètre. Donc ça serait une bonne chose d'avoir si ce n'est pas déjà le cas, pour suivre leur saturation. Quand la saturation baisse,
Et là, il y a un besoin d'oxygène, mais ça va être de l'oxygène qu'on va fournir par des simples lunettes et non pas de l'intubation. Si le patient ne démontre pas de détresse, s'il est confortable, s'il supporte son oxygène bas et qu'on est capable de supplémenter juste avec des lunettes, on va laisser le temps agir et on voit que beaucoup de ces patients-là se guérissent d'eux-mêmes sans intubation. Alors ça, c'est la tendance qui a changé beaucoup le traitement et qui va faire en sorte que probablement le taux de mortalité ne sera jamais celui qui est ressorti en Italie. Deuxièmement, le fait d'avoir de la place dans les soins intensifs, ça permet de traiter les autres conditions aiguës, qui fait en sorte que la mortalité globale du Covid ou non Covid va être également limitée. Alors ça, je pense qu'on est bien situé au Québec pour dire qu'on a atteint un plateau à des niveaux acceptables. Et on est en train de penser donc à la reprise économique et comment est-ce qu'on va procéder à cela. En termes de toutes les questions qu'on me demande sur les traitements, est-ce qu'il y a des médicaments à prendre ou est-ce qu'il y a des médicaments qui sont prouvés? La simple réponse, c'est qu'il n'y a pas de preuve actuellement qu'aucun des médicaments que vous voyez qui sont prescrits, si on veut, par compassion, aucun de ces médicaments-là n'est prouvé. Alors que ce soit la chloroquine, l'azithromycine, les antiviraux, les transfusions de plasma, alors tout ça est actuellement en sérieuse étude, mais ces études prennent des mois. Les sérieuses études prennent des mois à se faire et on n'aura pas de réponse avant des mois. Ceci dit, pour des patients qui sont aux soins intensifs et où on voit la dégringolade se faire et qu'on est en perte de tout espoir, si on veut, je ne dis pas qu'il n'y a pas des patients qui reçoivent en milieu hospitalier ces tentatives de médicaments qui sont en cours d'étude, avec l'idée qu'on n'a rien à perdre, mais en fait, on a des fois à perdre. On le saura quand l'étude sera finie, si on a entraîné plus de complications que de bénéfices, mais ça se donne actuellement, mais ça ne se donne pas pour des patients qui sont malades à la maison, parce que tous ces médicaments, même si vous entendez circuler qu'il n'y a pas de risque, c'est pas vrai. Les risques sont là, ils existent, et comme les preuves ne sont pas faites, et comme cette maladie guérit la plupart du temps d'elle-même, il est clair qu'on ne peut pas penser, donner et suggérer des médicaments à tout le monde. Il y aura plus de tort que de bénéfices. Alors pour une maladie qui guérit, pour des patients dans la cinquantaine, là, qui guérit dans 98% du cas, pour pouvoir démontrer qu'un médicament est efficace, il faut des dizaines de milliers de patients, et pas juste 1000 patients. Et il faut les randomiser, c'est-à-dire mettre la moitié sur placebo et la moitié sous traitement pour réellement voir s'il y a une différence. Alors rien de ça n'a été fait pour le moment avec aucun des médicaments. Alors la simple réponse, il n'y a rien actuellement qu'on donne à part du Tylenol, de l'hydratation et le suivi de l'oxygénation. Par la suite, alors mon opinion sur la reprise des activités, que les gens me demandent, est-ce qu'on peut recommencer à sortir? Je pense que ça va se faire de façon très graduelle. Ça va être la santé publique qui va gérer tout ce dossier-là. Je pense qu'idéalement, la sortie des gens à l'extérieur, dans des endroits où il n'y a pas de distanciation facile, doit se faire avec un masque. Moi, les écoles, je vois ça d'un œil très difficile. Je pense que c'est la chose la plus facile à éviter cette année parce qu'on a développé l'apprentissage par Internet, et puis je vois pas pourquoi les enfants iraient pour 2 mois compléter cette année scolaire alors que les choses sont bien en branle et qui même si les enfants ne sont pas à risque de compliquer de ce virus, ils vont emmener ça à la maison, ils vont emmener ça chez les grands-parents, chez les parents. Même chose pour les garderies. Je comprends que les garderies pour le personnel de la santé qui doit absolument aller travailler, ça c'est d'accord, c'est inévitable, mais des garderies en général, ça va être le personnel des garderies qui va être à risque avec les enfants qui vont se promener d'une famille à l'autre, et puis on risque d'infecter le personnel des garderies. C'est donc, à mon opinion, je ne voyais pas ça comme une priorité, même si M. Legault l'a présenté comme quelque chose d'imminent. Je ne suis pas sûr que ça va se faire aussi rapidement qu'il l'a dit.
Et pour le reste, eh bien, ça va être vraiment la santé publique qui va gérer les reprises d'emploi avec la distanciation sociale qui va se faire. Ça sera plus ce qu'on connaissait avant. Là, on a changé notre manière de vivre pour au moins 2 ans, le temps de voir clair et de voir que ce virus a infecté la majorité des gens ou qu'on ait trouvé un vaccin. Alors d'ici là, je pense que ça va se faire très graduellement. On ne peut pas imaginer planifier des vacances ou imaginer planifier des regroupements, des fêtes, etc. pour le moment. Il va falloir attendre de voir ce que chaque étape entraîne comme hospitalisation. Et le problème, c'est que ça prend environ 2 semaines à 3 semaines pour constater l'impact d'un changement que nous faisons dans une certaine journée. Donc, d'après moi, chaque étape va se suivre de 2 semaines d'observation, puis ensuite on pourra ouvrir un peu plus et ouvrir un peu plus. Alors, c'est un lent processus auquel je m'attends, mais ça c'est mon opinion personnelle. J'espère de tout cœur ne pas voir une recrudescence des cas et voir nos urgences déborder comme ils le sont à New York. Alors, jusqu'à présent, on a pu éviter ça grâce à vous, à la distanciation sociale et aux Québécois qui ont été exemplaires et en fait ont respecté les règlements parmi les premiers, les meilleurs en fait, en Amérique du Nord. Alors voilà, je pense que j'ai résumé un peu ce que je voulais vous dire. S'il y a d'autres questions, ça me fera plaisir de tenter de vous les répondre selon mes connaissances. Merci.